Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Se saisir de la parole en public est pour soi un challenge de plus en plus nécessaire dans la vie des jeunes et des adolescents et qui les prépare pour l'avenir. Alors, comment oser prendre la parole en public et surtout comment s'y préparer? On en parle avec nos invités dans quelques minutes. Enrichir son esprit critique, développer son empathie, travailler sa concentration, autant de possibilités qu'offre Joa à tous nos enfants. On en parle avec sa fondatrice en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Guillaume Buan va s'éloigner des réseaux sociaux pour se concentrer sur une clinique en Suisse qui s'occupe et qui soigne surtout nos jeunes adultes addicts à TikTok. Guillaume que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une de ce jeudi, Gabriel Attal a accordé un entretien à nos confrères de l'AFP. Deux thèmes abordés. Tout d'abord, la laïcité à l'école. Une prise de parole à 2 jours de l'anniversaire des 20 ans de la loi de 2004 contre le port de tenue ou de signes religieux ostentatoires à l'école. La laïcité est aujourd'hui plus que jamais menacée. Elle a ses ennemis, ils sont politiques, ils sont religieux, mais elle a aussi ses défenseurs, les professeurs, les forces de l'ordre ou encore les fonctionnaires. Le Premier ministre qui promet la mise en place de cellules d'appui pédagogique pour aider ces professeurs confrontés à des résistances, voire des contestations de leur enseignement. Écoutez la réaction ce matin de Sophie Vénétité. Elle est secrétaire générale du SNES-FSU. Il y a des attaques contre la laïcité, il peut y avoir des enseignements qui sont remis en cause et là-dessus il faut être très ferme. Ce n'est pas acceptable que la laïcité soit ainsi questionnée et remise en cause, que des enseignements soient remis en cause. Maintenant, c'est pas des cellules qui font tout faire. On a un véritable enjeu qui est de transmettre ce qu'est la laïcité aux élèves. On sent que parfois certains de nos élèves voient la laïcité comme une interdiction. La laïcité, c'est pas une interdiction, c'est une liberté. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse faire transmettre aux élèves. Ça demande certainement de meilleures conditions pour le faire, avoir du temps pour se poser avec les élèves. Ce temps-là, aujourd'hui, on ne l'a pas. On court après le temps et c'est comme ça qu'on assurera notre mission. Alors, lors de son passage au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal avait interdit le port de l'abaya et le qamis. Il s'est félicité qu'aujourd'hui, les signalements pour port de signes ou de tenues religieuses sont au plus bas. Autre thème abordé et qui concerne cette fois-ci la rentrée prochaine, la mise en place des groupes de niveau. Là aussi un marqueur fort de Gabriel Attal lors de son passage rue Grenelle. Le groupe de niveau sera donc la règle sur les 3/4 de l'année et la classe entière, une exception pour l'enseignement donc des mathématiques et du français en 6e ainsi qu'en 5e. Ce matin donc, colère et incompréhension toujours de Sophie Vénétité au micro de France Info. Gabriel Attal est complètement déconnecté de la réalité parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on dit, qu'on montre que les groupes de niveau ne sont pas la solution pour mieux faire réussir les élèves. C'est-à-dire que ça va quand même trier les élèves, ça va les enfermer dans leurs résultats, ça va les stigmatiser. Travailler en petit groupe, c'est une bonne chose, mais travailler en petit groupe avec des élèves qui ont des niveaux différents pour les stimuler et pour mieux les faire réussir. Il n'y a plus que Gabriel Attal dans ce pays qui est pour les groupes de niveau. Donc en fait, il gouverne contre les enseignants et contre l'intérêt de l'école. Rappelons que dans un entretien au Corps et au Monde, la ministre actuelle de l'Éducation, Nicole Belloubet, avait notamment annoncé davantage de souplesse, c'est-à-dire laisser les rênes aux chefs d'établissement pour définir cette mesure. Et face à cette situation, les personnels de l'Éducation nationale seront d'ailleurs en grève, notez-le, mardi prochain. Poursuivons avec les suites de la polémique autour de la prestigieuse école Sciences Po à Paris. Le gouvernement tape du poing sur la table et se mobilise. Gabriel Attal qui s'est rendu sur place hier avec une prise de parole devant le conseil d'administration. C'est particulièrement grave, a indiqué le Premier ministre. Ces débats et ces mobilisations ne peuvent pas aller à l'encontre de nos principes républicains. Dans la foulée, un communiqué publié par Sciences Po Paris qui annonce saisir justement le procureur de la République pour des faits de caractère antisémite et ce en étroite collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, mais également avec Gabriel Attal, qui en avait fait l'annonce devant ce conseil d'administration. Alors Sylvie Retailleau, la ministre justement en charge de l'enseignement supérieur, présente à ce rendez-vous, a fait un point au micro de France Info hier. Il y a eu 2 étudiants qui ont empêché une autre étudiante de Sciences Po de rentrer dans l'amphi et ça, quelque part, c'est une ligne rouge en soi de franchie. C'est pour ça que Sciences Po a lancé une enquête. Et d'autre part, par rapport au retour de propos antisémites qui auraient été tenus ce matin-là, eh bien, nous avons demandé à l'école de rassembler effectivement des témoignages et ces témoignages m'ont permis aujourd'hui de faire un article 40, de saisir le procureur de la République pour pouvoir permettre à la justice finalement de faire la vérité, de trancher.
Alors mardi, rappelons qu'une centaine d'étudiants avaient occupé l'amphithéâtre dans le cadre d'une journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine, et une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France avait notamment vu son accès empêché. Sciences Po, il en est une nouvelle fois question au lendemain de la démission de son directeur, Mathias Vichra. Dans un communiqué, rappelons qu'il avait déclaré que c'est moins sa personne que l'institution qui l'importe, d'où cette démission. Lui et son ex-compagne sont accusés de violences conjugales en décembre dernier. Il avait d'ailleurs été placé en garde à vue. Ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Réaction hier de la ministre justement de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. C'est un point qui va nous faire effectivement nommer un administrateur provisoire. Cela va nous permettre aussi de définir dans la feuille de route de cet administrateur provisoire ces actions, ces mesures que nous pourrons prendre pour effectivement aider l'établissement à rétablir certaines règles et à ce qu'à chaque manifestation, événement, débat qui se déroule et qui doivent se dérouler à Sciences Po, cela ne donne pas lieu à des polémiques ou à des débordements de ces manifestations. En parlant d'enseignement supérieur, il ne reste plus que quelques heures pour déposer vos vœux sur Parcoursup. Pour les lycéens, pour les étudiants en réorientation, vous avez jusqu'à 23h59 pour fixer vos 10 vœux. Et ce, parmi les 23 000 formations proposées, 10 sous-vœux sont également possibles. Ensuite, vous aurez donc jusqu'au 3 avril inclus pour compléter votre dossier, déposer vos CV ou encore vos lettres de motivation. Une étape qui sera très importante car un vœu non confirmé est un vœu qui ne sera pas examiné. Alors Parcoursup 2024, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est mieux? La réponse est non, selon Sophie Vénétité. Non, ça se passe pas de mieux en mieux, c'est toujours aussi peu fluide et c'est surtout facteur d'angoisse pour nos élèves, de stress pour nos élèves. Ils sentent qu'ils jouent leur avenir un peu sur un coup de dé. Là, on est dans la dernière ligne droite, on se retrouve à appeler nos élèves, à les aider, à leur dire attention vite, il faut cliquer ici ou là. Enfin, c'est pas une vie d'élève à 17 ans d'être dans ces conditions-là. Il faut en finir avec Parcoursup et ça montre une chose, c'est qu'il faut nous écouter. Pour terminer, parlons de santé mentale des jeunes avec ce constat, 4 ans après le confinement dû à la crise du Covid, 40% des étudiants présentent encore des symptômes dépressifs. Alors qu'avant cette crise, il n'était que 26% selon une étude de l'Université de Bordeaux révélée par France Inter et l'hebdomadaire Marianne. La santé mentale des jeunes s'est donc aggravée au point que les idées suicidaires des 18-24 ans sont passées de 21% avant la crise du Covid à 29% l'an passé. Pour les étudiants interrogés, ces angoisses s'expliquent par les difficultés économiques, les études de plus en plus sélectives et stressantes ou encore le chômage, le climat, également le changement climatique ou encore les conflits à l'international accru ce stress. Dans sa déclaration de politique générale le 30 janvier dernier, rappelons que Gabriel Attal en avait fait sa priorité. Une grande cause de l'action gouvernementale, cette santé des jeunes. Merci Guillaume. S'exprimer, ce n'est pas si simple. Quelles sont les vertus de l'éloquence et surtout comment se former aux arts oratoires? Ce sont les questions qu'on a décidé de se poser dans le Grand JT d'éducation avec nos deux invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Florence Mana. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice pédagogique de l'école de l'art oratoire et ainsi que professeur aussi dans cette école. Et Bertrand Parier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit ce magnifique livre, Prendre la parole, pas de panique. Ça me rassure, hein. Oui. Parce que même encore maintenant, je me pose la question. Aux éditions Magenta. On pourrait croire que c'est si facile de s'exprimer, mais ça n'est pas tant que ça en fait, Florence Mana. Absolument. Ça dépend de quoi vous parlez. S'exprimer dans son job, s'exprimer dans ses études, ou s'exprimer en général. S'exprimer en général, c'est quelque chose qu'on fait spontanément. Mais s'exprimer, j'imagine que ce livre en parle dans ses études notamment, c'est pas toujours facile effectivement, et ça peut s'apparenter à de la panique. Donc, et oui, il y a des choses à faire. Il y a énormément de panique, il y a de l'appréhension, il y a tout un processus de dévoilement aussi pour certains, surtout à l'adolescence, parce que ça ne nous a pas échappé, on était sur School TV, on parle beaucoup de l'école bien sûr, il y a le grand oral qui arrive, mais on va parler de tout l'aspect effectivement éducation nationale et ce qui se fait à l'école. Mais j'aimerais qu'on puisse, décrypter ce que veut dire s'exprimer. Ça veut dire quoi, Bertrand Parier ? S'exprimer, c'est dire un message, mais c'est dire aussi sa personnalité, c'est indissociable. C'est dire qui l'on est. En quelques minutes, on se fait une idée de la personne. C'est pour ça que c'est assez angoissant. Quand on rend une copie, d'abord, on n'est pas là au moment où elle est corrigée, on peut raturer. Lorsque on parle devant une classe, même avec des camarades, il y a nécessairement un dévoilement de soi. C'est se dire, de s'exprimer, mais
comme on le dit, d'un fruit qui donnerait son jus. En réalité, c'est un peu ça. C'est dire ce qu'on a à l'intérieur de soi. Dire qui l'on est, si l'on est plutôt drôle, si l'on est plutôt timide, si l'on est plutôt à l'aise. Et tout cela transparaît dans la prise de parole. On pourrait croire que finalement, on pourrait cacher qui nous sommes au travers de l'expression. L'expression, c'est pas un jeu d'acteur, c'est pas un jeu de masque, au contraire, c'est un jeu de la sincérité, de l'authenticité et de l'acceptation du risque aussi. Encore une fois, quand on écrit, on peut raturer, on peut se corriger. Quand on parle, ça n'est pas possible, il n'y a pas de deuxième chance. Et ce qui fait que c'est un peu angoissant de se dire que c'est fait, c'est un moment la parole. C'est ça aussi qui fait que c'est très précieux, c'est éphémère, c'est un moment, c'est une rencontre entre celui qui parle et ceux qui l'écoutent. Sentiment partagé, Florence Manat, sur cette idée de l'expression et de la sincérité qu'on doit dévoiler? On ne doit pas être contre la sincérité, mais je ferai la différence entre la parole publique et la parole privée. Ouais. Je ferai la différence parce que, y compris nos élèves, y compris nos lycéens et nos étudiants, quand ils s'expriment devant un jury, quand ils s'expriment devant leurs professeurs, ils ne sont pas exactement dans la même configuration que s'ils s'expriment dans leur famille ou avec leurs amis. Si bien que je pense qu'il y a quelque chose à faire pour les aider dans ces configurations-là. Et à l'école de l'art oratoire, on fait cette différence. Si bien que comment on s'exprime avec nos amis, ça, pour nous, les gens sont parfaits. S'expriment comme ils s'expriment, mais comment ils s'expriment face à un auditoire un petit peu plus en attente de quelque chose, là, on peut les aider à peut-être sortir d'eux-mêmes, à être un peu plus qu'eux-mêmes. Alors par rapport à un jury, je l'entends, c'est assez évident et on va voir justement ce que vous proposez comme solution. Mais par rapport effectivement à l'intimité, on pourrait croire que le jugement est encore plus important peut-être face à la famille, face aux amis, surtout quand on est ado. Peut-être, mais en tout cas, quand on enseigne l'art oratoire, ouais. À l'école de l'art oratoire, j'entends Ouais. évidemment, nous on fait cette différence-là et on ne touche pas à la personne privée. On touche à la personne publique. Fut-elle face à un public modeste, encore une fois, public du lycée, public de la classe. Mais c'est un peu différent, à notre sens. Ce jugement entre enfants, entre ados, il est quand même très présent. Mais bien sûr, c'est toute la question de l'enjeu. Quel est l'enjeu de la prise de parole? La peur ou l'angoisse, c'est la rançon de l'enjeu. L'enjeu, c'est une note. L'enjeu, c'est le regard des autres. L'enjeu aussi, c'est le regard qu'on a sur soi-même. C'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Or, ce qui me frappe dans le système scolaire, c'est le peu d'occasions que l'on nous donne de prendre la parole en public. On nous donne 1000 occasions de rédiger, mais finalement, les espaces de parole sont assez rares. On a des espaces de parole de récitation, on a des espaces de parole de lecture, mais des espaces de parole argumentée, personnelle, où on nous demande de défendre un point de vue, de partager une émotion, une conviction. C'est assez rare, somme toute. On a une parole qui est très formatée. Même les oraux sont assez calibrés, et on doit parler pendant tant de minutes de tel sujet qu'on n'a pas nécessairement choisi, et on le vit souvent comme une oralisation de l'écrit. La forme est orale, mais le fond, c'est un peu comme si on lisait sa copie. Mais est-ce que ce n'est pas une première porte assez nécessaire aussi pour arriver vers une oralité justement confortable? C'est-à-dire que se poser sur un sujet, on se repose sur un sujet. Alors en l'occurrence, c'est souvent l'expression orale en français, souvent sur une poésie, ou de temps en temps en histoire, sur un exposé. On se repose sur un sujet et on apprend petit à petit les techniques de l'oralité. Bien évidemment, ça ne va pas venir comme l'Esprit Saint à la Pentecôte. Il y a un entraînement. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a peu l'occasion de dire ce à quoi on croit soi-même et ce que l'on a choisi de dire. Bien sûr que dans l'histoire, dans la poésie, il y a une dimension patrimoniale et c'est très important de se familiariser avec des grands textes qui sont des tremplins pour nous tous. Mais le but du jeu, c'est pas nécessairement de réciter le discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale, même s'il est formidable. C'est qu'est-ce que je suis si j'étais Simone Veil aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je me battrais et quel discours je ferais moi? Et c'est ça, je trouve, qu'on n'a pas souvent l'occasion de dire, surtout quand on est un enfant. Les jeunes que vous avez avec vous, Florence Manat, puisque vous êtes à la fois professeure et directrice pédagogique donc, de l'école de l'art oratoire, viennent vous voir naturellement, ou ce sont d'abord les familles qui viennent vous voir en vous disant « Bon, il faudra peut-être aider mon fils parce que là, ça va être compliqué, il est en première, le grand oral arrive ». Oui, quand ce sont des jeunes, ce sont les parents beaucoup qui les envoient, bien sûr, car eux-mêmes sont assez peu preneurs de cette chose-là. Ça leur fait peur, hein, on en a parlé. Ils sont réticents? Ils peuvent être réticents. Il peut y avoir aussi, il y a une mode de l'éloquence, donc ils sont parfois réticents, parfois attirés, mais il y a quand même une ambivalence par rapport à ça. C'est souvent les parents qui nous les envoient. Quelle est l'approche pour les séduire, justement? De toute façon, le problème, vous l'avez dit, de l'oral dans nos écoles, c'est que c'est souvent de l'écrit qu'on porte à l'oral.
Et malheureusement, l'oral du bac ne fait pas la différence. C'est-à-dire que les jeunes gens écrivent beaucoup et ensuite ils essayent d'apprendre par cœur et de restituer ce qu'ils ont appris par cœur. Si bien que quand ils viennent nous voir, quand les parents les envoient, ce qu'on essaye de leur faire, c'est de les libérer de cette contrainte de l'écrit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas devoir connaître leur sujet, ils vont évidemment devoir passer par là, mais il faut qu'ils s'en affranchissent à un moment donné, qu'ils puissent libérer une parole. Alors comment on libère? On respire? On fait quoi? Comment on libère une parole? Alors déjà, on essaye de ne pas trop apprendre par cœur, parce que le problème, c'est que quand on apprend par cœur, ce ne sont pas des acteurs. L'acteur a une technique que n'ont pas ces jeunes gens. Donc, essayez de ne pas trop apprendre par cœur. Essayez de leur faire lâcher leur texte, et pour cela, de construire une relation déjà par le regard, notamment pour entrer dans quelque chose d'extrêmement concret avec le jury, avec le professeur. Et donc, engager un échange, même s'ils sont les seuls à parler, il y a tout de même un échange au moment où ils parlent. C'est ce qu'ils sentent quand ils regardent leur vis-à-vis. Donc, essayez de les sortir de leur peur, de leur cerveau, d'eux-mêmes. Il y a déjà ça comme première clé, on peut le dire. Alors, je veux juste qu'on rebondisse dessus, parce que je garde la deuxième clé pour dans quelques minutes. Sur le langage corporel, j'aimerais votre avis, Bertrand Perrier, parce que j'ai un gros chapitre y est consacré, effectivement, l'importance du corps et des messages que l'on délivre avec le corps. Oui, on a l'habitude de cantonner les canaux de la parole en trois, de les classifier entre le langage non verbal, le corps, le langage paraverbal, la voix, et le langage verbal, les mots. Et effectivement, ces trois canaux sont importants, aucun ne doit être négligé. Alors, après, il ne faut pas non plus que ce soit une contrainte. C'est pas parce que on se tient comme ça qu'on parle bien. Ça, c'est pas vrai. On parle bien parce qu'on a quelque chose à dire. Et parler, c'est d'abord avoir quelque chose à dire. C'est d'abord avoir un message à faire passer. Après, oui, il ne faut pas que les gestes soient trop parasites et qu'ils soient des dérivatifs d'écoute. Enfin, l'essentiel, c'est quand même d'avoir quelque chose à dire. Oui, j'ai consacré un petit chapitre parce que c'est un peu un passage obligé, mais je ne crois pas non plus à la primauté du langage corporel. On en fait beaucoup et probablement beaucoup trop sur cette question. C'est d'abord avoir quelque chose à dire. C'est un message, la parole. Alors certes, il y a le fond, mais quand même le corps joue beaucoup. Par exemple, moi, quand je viens de faire ça à l'instant, fatalement, je délivre quelque chose. Quand vous faites comme ça, oui, mais bon, ça veut dire que vous nuancez. Le corps agit beaucoup sur la parole, sur le message qui est délivré, non? Là où je suis complètement d'accord, c'est qu'il faut d'abord avoir quelque chose à dire. Et je dirais même primauté de l'auteur sur l'acteur, si on utilise la métaphore théâtrale. Ça, une fois qu'on se l'est dit, une fois qu'on se l'est dit, ok, on a un message, certes, mais après, il faut pouvoir prendre la parole. Et c'est ça l'objet de la question. On a à dire, et il y a comment on l'incarne. Moi, je dirais que c'est pas tant le corporel, certes, mais c'est l'incarnation. Et effectivement, la manière dont je prends la parole va impacter mon auditoire, certes, mais aussi ce que je dis. C'est-à-dire que la manière dont je vais le dire va même changer mon texte. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, en ce moment, je ne m'occupe absolument pas de mon geste. Tout en parlant, certes, j'y pense. Mais c'est pas ça qui prime. D'abord, c'est de vous parler à vous. Et ce faisant, se déploie un certain nombre de gestes qui sont parfaitement naturels. Donc, ne faisons pas ne donnons pas trop d'importance au geste. Le geste, c'est l'aspect absolument naturel de la parole. Ce qu'il faut travailler, c'est sa structure. Et sa structure physique va libérer un geste naturel, va libérer une pensée préalable, parce que d'abord, il faut avoir quelque chose à dire. Ce que j'ai à dire va découler de ma technique oratoire. En l'occurrence, je place mon dos et donc mon geste dit des choses. Si je peux rebondir sur ce que vous disiez, qui me paraît extrêmement important, sur tous les oraux qui sont certes préparés mais improvisés. Beaucoup d'enseignants tombent dans cette ornière qui est une façon de se rassurer, de se dire je vais leur faire apprendre quelque chose par cœur, au moins ils y vont avec quelque chose qui a été travaillé en amont au mot près, et je suis en quelque sorte rassuré moi-même de ce qui va se passer le jour de l'épreuve. Ça n'est pas l'idée. L'idée, c'est de mettre les élèves en situation d'une parole qui sera la leur dans un entretien d'embauche, dans un entretien de stage, dans une prise de parole parce qu'ils voudront s'engager à un moment de leur vie quotidienne. Et à aucun moment dans ces paroles-là de la vie quotidienne, ils n'auront à réciter ou à lire, ou de façon extrêmement marginale. Et donc, je ne voudrais pas que les enseignants, par peur, mais et eux aussi parfois par désir de bien faire, les enferment dans une parole qu'ils n'auront pas à mettre en œuvre dans leur vie quotidienne.
préparons-leur à quelque chose qui sera utile pour eux à l'avenir. Alors, je ne vais pas prendre la défense des enseignants, mais juste, je réalise en fait à quel point il y a un vide intersidéral entre la demande de l'éducation nationale avec ce grand oral et finalement l'emploi du temps aussi des enseignants, du programme scolaire à faire, et qui ne serait pas réservé justement à cette prise de parole essentielle. En fait, Mais je dirais qu'on n'a pas de place à l'oralité en France, toujours pas, malgré l'oral du bac. C'est une excellente initiative, évidemment, de donner plus de place à cet oral. Mais les enseignants ne sont pas formés à l'oral. Comment pourraient-ils accompagner des élèves alors qu'eux-mêmes ne savent pas nécessairement comment améliorer leur parole? Vous avez des gens qui sont doués et puis vous avez des gens qui ne le sont pas. Et on a l'impression que ceux qui ne le sont pas sont lâchés pour la cause oratoire. C'est faux. Ça s'apprend, ça s'enseigne. On devrait donner... On est des militants par rapport à ça. C'est pour ça qu'on s'appelle l'école de l'art oratoire. Certes, nous sommes une boîte privée, donc c'est cher. Et désolé de ça. On aimerait vraiment démocratiser cette chose-là. On aimerait que les jeunes gens apprennent à porter cette parole physiquement à partir du moment où ils ont quelque chose à dire, évidemment, et que cette chose n'est pas écrite. Parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que ça, ils ont beaucoup plus de choses à dire que simplement des choses écrites. Mais ça, on ne leur apprend pas, effectivement, on se rassure comme on peut, et pourquoi pas par le texte. Ça reste, en France, je pense, donc je suis. Donc on est resté là-dessus. C'est-à-dire que parce que j'ai une existence cérébrale, alors j'ai une existence tout court. Alors qu'en fait, c'est pas je pense, donc je suis. J'incarne. Donc je suis peut-être. Mais c'est tellement important comme compétence sociale, la parole. C'est aussi important que l'écrit. C'était aussi l'idée de ce grand oral, d'être un peu symbolique, et de symboliquement signer l'importance d'une parole libre et argumentée, dont l'élève était moteur puisqu'il choisit son sujet, parce que ça l'intéresse pour X ou Y raison. Mais on constate tout de même qu'en effet, c'est la seule épreuve du baccalauréat à laquelle ne sont associés ni volume horaire, ni enseignants spécialisés. Et donc, ça repose sur la bonne volonté qui est réelle des enseignants de dédier un quota de leurs heures à l'oral. Mais pour autant, ça ne repose que sur cette bonne volonté-là. Et la bonne volonté aussi des parents, parce que quid des familles qui se retrouvent face à cette épreuve qui arrive et qui tentent de préparer leurs enfants. Certes, il y a un bouquin formidable, prendre la parole, certes, il y a l'école de l'art oratoire, certes, mais enfin tout cela, effectivement, quand on y a accès, tant mieux, mais je veux dire, c'est quand même la réalité des familles. Bien Comment sûr. font les parents? Et on est effectivement confronté à ces inégalités dans le traitement. Il y a ceux qui ont les moyens, de faire appel à vos excellents services. Il y a des associations qui se développent un peu partout et qui ont vocation, de façon moins marchande ou non marchande, de combler cette carence. Mais il est vrai que, in fine, ça retombe aussi beaucoup sur les familles, avec les inégalités qui s'y attachent. Et il y a aussi quelque chose de très inégalitaire dans la parole. Est-ce que vous savez que la personne qui vous écoute pour la première fois vous a catégorisé dans une catégorie socio-professionnelle au bout de 7 mots? Vous avez dit 7 mots à une personne, elle vous a déjà classé dans une catégorie socio-professionnelle. C'est vraiment un marqueur tellement fort qu'il faut évidemment qu'il y ait des enseignants dédiés. Il y a des tutos aujourd'hui sur le site du ministère qui sont pas mal faits. Il faut rendre hommage aussi. Ils sont plutôt bien. Mais rien ne remplace le contact personnel avec un enseignant qui vous guide avec bienveillance, avec exigence et qui vous permet de donner le meilleur de vous-même avec quelque chose d'individuel. Parce que c'est ça aussi qui est difficile. C'est qu'il n'y a rien de plus individuel que l'enseignement de la prise de parole en public. C'est difficile d'enseigner la parole en public à 25, 30 élèves. C'est presque impossible. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du détail. C'est presque de la haute couture. Et à l'école, nécessairement, on fait du prêt-à-porter parce qu'on a une classe de 25-30. Et je rends hommage vraiment aux enseignants qui font cela parce que c'est déployer des trésors à la fois d'inventivité dans les mises en situation et aussi de formation d'eux-mêmes pour ensuite pouvoir transmettre. Vous parliez des 7 mots, effectivement, et de la qualité de l'écoute. Mais est-ce que, finalement, avoir été aussi écouté quand on était jeune, cela permet de mieux prendre la parole plus tard? Pardon, je ne veux pas monopoliser. Il y a une étude fascinante qui a été faite en 2023 à l'université de Poitiers. Ils ont mis des caméras dans des salles de classe de grandes sections de maternelle. Les enfants ont 5 ans. Résultat, eh bien, dès 5 ans, les enfants qui prennent la parole le plus souvent et le plus longtemps sont ceux qui sont issus de milieux les plus favorisés. Vous vous rendez compte? À 5 ans. Attention, ça n'est pas qu'ils parlent mieux. La qualité de la langue n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est l'accès
à la parole. Parce que chez eux, comme vous le disiez, on leur a demandé ce qu'ils avaient fait dans la journée, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de ceci, s'ils aimaient cela. On ne les a pas entendus, on les a écoutés. On les a écoutés, on a fait un acte actif vers eux. Eh bien, en classe, ils sont plus enclins à prendre la parole et on a, pour eux, dédramatisé l'acte de prendre la parole en public. C'est ce que vous ressentez aussi? Ce qui serait intéressant, c'est de se dire, alors je ne connaissais pas cette étude, mais c'est tout à fait intéressant, c'est de se dire avant même l'âge de 5 ans, il semblerait quand même que chez l'enfant, il y a quelque chose de spontané dans la parole. J'entends avant l'âge de 5 ans, toute catégorie socio-professionnelle, socio-culturelle confondue. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de spontané dans la parole. Il y a une éloquence naturelle chez tout enfant. Simplement, l'éducation, en particulier à la française, finit par nous mettre des bâtons dans les roues avec le réfléchis bien de notre enfance, on s'en souvient, réfléchir avant de parler, attention à ce que tu vas dire, l'écrit qui prend une place considérable au fil du temps, si bien que cette spontanéité de l'enfant, un enfant est vraiment enclin à regarder son vis-à-vis et a une posture physique placée naturellement. Il est extrêmement présent. Il ne se pose pas des questions sur son geste et il n'est pas en train de réfléchir. Ni sur ce qu'il va dire d'ailleurs. Oui, il n'est pas en train de dire parce qu'on essaye d'être intelligent, donc on réfléchit, etc. Il n'y a pas de mots parasites chez l'enfant. Donc le tout petit, j'entends certainement avant 5 ans, mais il y a quelque chose de spontané là-dedans. Et c'est cette éloquence naturelle-là sur laquelle nous, on s'appuie beaucoup parce que on considère qu'on a l'équipement à la base, il faut simplement retrouver ça. Mais ça a été dévoyé par l'enseignement de l'oral à la française qui passe par l'écrit. Alors, j'ai noté sur la première clé, je reviens, et donc le corps. Une deuxième clé, effectivement, pour pouvoir être éloquent, en tout cas savoir prendre la parole à la fois en public et aussi en privé, parce que je pense que ça sert dans beaucoup de situations. Et pourquoi pas en privé? J'ai parlé du regard. Le premier outil, c'est la relation qu'on crée à l'autre. Finalement, il faut d'abord savoir regarder, donc savoir écouter avant de parler. Et puis ensuite, le corps se place. Et c'est la deuxième clé, parce que c'est à partir du regard que mon corps va pouvoir se placer dans une posture affirmée. Imaginons que je sois un peu inhibé, timide, naturellement, etc. Je suis comme ça. Eh bien, si mon regard se place, ma posture peut ensuite se construire, se structurer, se solidifier. Et ensuite, la troisième clé pour un peu plus tard. Troisième clé, pas si tard, parce qu'il nous reste 40 secondes. 40 secondes, c'est Bertrand qui va la dire. Moi, je crois beaucoup à la construction du propos. Vraiment savoir d'où on part et où on va. Et après, laisser libre cours. Faites de la politique, je vous en supplie. Ça va nous aider. Non, mais vraiment. Et c'est pour ça que ce livre est construit précisément sur ce que vous dites à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a un mystère qui fait qu'à un moment, ça se brise. C'est naturel de l'enfant. À un moment, eh bien, ça n'est plus naturel et la parole redevient une conquête et une tension. Ce que j'ai essayé dans ce livre, c'est justement de dédramatiser et de donner des situations, des exercices, des jeux pour que ce soit ludique à 1, à 2, entre amis, en famille, des situations où même on peut s'enregistrer sur son téléphone portable pour essayer de convaincre ses parents, je ne sais pas, d'acheter un animal de compagnie, de vous laisser sortir 1 heure de plus, tout ça aussi en classe, mais dans la vie de tous les jours. Un petit mot de fin, s'il vous plaît, Florence Manat. La troisième clé. C'est la voix, bien sûr. C'est la voix qui traduit au public toutes les nuances de la pensée de celui qui parle. Sans la voix, il n'y a pas de sens qui passe. Donc la voix très importante. Donc travailler sa voix, poser sa voix. Avoir une voix qu'on appellera professionnelle pour les adultes, qu'on appellera une voix travaillée pour les plus jeunes. La voix est très importante. C'est pas la voix naturelle, c'est la voix que j'écoute, c'est la voix que j'essaye de rendre belle. La voix est très importante, effectivement. J'ai encore du boulot, dites donc. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau. Florence Manat, directrice pédagogique de l'école de l'art oratoire, ainsi que professeur aussi dans cette même école. Et Bertrand Perrier, vous êtes l'auteur de Prendre la parole, pas de panique aux éditions Magenta. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT, et la magie fait que j'ai réuni, sans le savoir, 2 personnes qui se connaissent très bien. Magali Flécheux, bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de Joa, dont Bertrand Perrier est le parrain. Et oui.
On vient d'avoir une discussion magnifique sur la prise de parole il y a quelques minutes. Voilà qu'on lance la pub et voilà qu'on se retrouve tous ensemble. Je pourrais même dire Vlatipa. C'est bien ça en prise de parole, oui, ça. C'est parfait. Je peux convaincre mais ça. Mais c'est la spontanéité et l'authenticité. Voilà. Alors avant de créer Joa, vous vous êtes rencontrés tous les deux dans un cadre davantage juridique, on va dire. Et en fait, vous n'étiez pas du tout dans ce milieu-là. En tout cas, la prise de parole, certes, quand on est avocat ou dans ce monde-là, c'est très important. Donc il y a une continuité qui s'opère. Mais comment s'est fait l'idée, comment est née l'idée de créer Joa ? Alors, moi, je suis passionnée d'éducation depuis mes 15 ans. Après avoir passé le BAFA, j'ai été responsable de centre de loisirs, animatrice en colo. J'adorais ça déjà toute jeune. Mais mes études de droit ont fait que je suis devenue avocate parce que c'était un métier normal pour moi. Et normal, ça veut dire quoi ? Non, mais l'éducation, intéressant. Je me voyais pas dans l'éducation professionnelle. Je savais même pas que je pouvais le faire ou voilà, c'était un petit boulot pour moi. Et puis après, j'ai eu mes enfants. Évidemment, je me suis passionnée à leur transmettre un certain nombre de valeurs, d'activités, de plein de choses pour leur ouvrir l'esprit, développer leur esprit critique. Enfin, on a fait beaucoup de choses. Et puis un jour, alors que j'étais directrice juridique après avoir été avocate, je me suis posé la vraie question de qu'est-ce que tu rêverais de faire dans la vie, dans l'absolu, sans aucune contrainte. Et c'est contribuer au changement du monde par l'éducation. Cette phrase m'est venue, mais je ne peux pas vous dire comme une évidence. C'est comme ça. Et en fait, après une réflexion un peu plus longue, je me suis lancée. Alors, vouloir préparer, vouloir accompagner les jeunes enfants justement à devenir des citoyens de demain, c'est une très belle phrase, une très belle maxime, mais tout le monde souhaite ça, mais c'est difficile de trouver les bonnes méthodes. Or, vous avez trouvé les bonnes méthodes. J'ai parcouru de manière assez assidue, j'avoue, le communiqué de presse et tout ce que vous avez fait, plein d'ateliers formidables qui s'organisent autour des enfants. Bien entendu, pour travailler la confiance en soi, l'estime de soi, la concentration, tout ce qui touche au développement de soi, mais aussi et surtout, et c'est là où on en vient effectivement à notre cher parrain qui est ici présent, Bertrand Perrier, à l'idée de prendre la parole et de pouvoir aussi porter une parole citoyenne. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Moi, j'ai adoré le projet de Magali. Donc, effectivement, on s'est rencontrés dans un cadre tout à fait professionnel. Et par la suite, j'ai vu le changement de vie de Magali, qui était évidemment pleinement investie dans ce projet Joa, que je parraine, parce que parmi les activités que propose Joa, il y a des formations à la prise de parole en public, et pour précisément des catégories à la fois de jeunes enfants, puis collège-lycée. Donc il y a vraiment toutes les catégories d'âge en fonction des créneaux horaires. C'est fait par une jeune femme, Samira, qui est extraordinairement compétente et adaptée pour l'enseignement de l'éloquence aux plus jeunes, mais les résultats sont confondants. C'est-à-dire que les jeunes gens, tout de suite, s'ouvrent, ont quelque chose à dire, le structurent mieux. Et moi, je suis ravi de veiller... Alors, je viens de loin en loin, mais parmi les compléments de l'école, il y a ça. Et ça montre aussi en creux en quoi l'école est insuffisante sur ce sujet et en quoi le petit groupe qu'a Joa sur ces créneaux adaptés aux âges de chacun est fécond et indispensable. En quoi ça se distingue des cours de théâtre ou ateliers de théâtre qu'on peut retrouver dans plusieurs organismes indépendants ? Alors, je pense que ça n'a rien à voir. En réalité, c'est de l'art oratoire, ce qu'on appelle l'éloquence. Donc, en fait, on apprend vraiment les techniques pour prendre la parole, prendre confiance en soi et prendre sa place. Quand on est collégien, on a du mal à être soi. Et c'est des cours qui vont, grâce à des techniques que Samira, effectivement, enseigne très bien, vont apprendre la gestuelle, la gestuelle, le regard, la façon dont vous allez vous tenir, vous habiller, vous exprimer évidemment, mais là vous vous adressez à quelqu'un, vous n'êtes pas dans un cours de théâtre en fait. Il est question de faire un discours par exemple. D'être soi. Et de s'exprimer. Oui, mais par exemple, en ce moment, on a le deuxième trimestre est consacré au procès. Donc, on a emmené les jeunes au palais de justice, en salle d'audience, en comparution immédiate, et on leur a fait, après leur avoir expliqué tout ça avant, et on va faire des jeux de rôle où chacun va tenir le rôle de procureur, de prévenu, d'avocat, de juge. Enfin, on leur a fait regarder un vrai procès, et ça n'a rien à voir avec le théâtre, en fait. Enfin, c'est deux choses
complètement différentes. Complètement différentes. À défaut, effectivement, des cours de prise de parole que vous proposez, il y a aussi des ateliers pour détourner, je lis ma fiche parce que je me dis, elle a réussi à trouver le miracle, à détourner les enfants des écrans. Mais comment vous avez fait? Ça existe? C'est-à-dire quoi? Vous arrivez, il y a des stars mondiales qui viennent chanter devant les enfants, vous arrivez avec des courses de chevaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste détourner les enfants des écrans, en fait, parce que ça, au centre de loisirs, ils n'ont pas leurs écrans. Voilà. Nous, c'est plus que ça. En fait, on n'est pas là pour juste les occuper ou occuper leur temps libre. On va développer leurs compétences de vie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la confiance en soi, l'expression. On va aussi révéler leur potentiel et on va leur faire, et ça c'est très important dans la pédagogie de joie, leur permettre de s'ouvrir au monde et d'aimer la différence. Aujourd'hui, je pense qu'entre le harcèlement et toutes les violences qui existent dans le monde, en fait, je pense vraiment très sincèrement qu'aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'on a peur de la différence. Et quand Samira vient, par exemple, donner des cours, Bertrand l'a pas dit, mais elle bégaye. Voilà. Et pour moi, ça, c'est hyper fort. Si un enfant, un adolescent prend des cours avec une personne qui bégaye, parce qu'évidemment, elle a fait des conférences TEDx, elle a gagné des concours d'éloquence, si elle y arrive, mais tout le monde peut y arriver. Et quand, chez Joie, avec les enfants, on va voir, par exemple, Clara, qui est malentendante, c'est une habituée chez Joie, parce que c'est super important. Elle, son métier, c'est de sensibiliser au handicap, à la surdité. En fait, elle leur explique pendant 1 heure, on parle. Nous, on fait un atelier philo avant sur la différence. Et après, avec elle, on parle du handicap. Elle parle. Elle entend pourquoi, parce qu'elle a des prothèses auditives, c'est quoi le handicap invisible, on va parler de tout ça, et ensuite on va apprendre la langue des signes, parce qu'il faut que ce soit ludique aussi. Donc évidemment, un enfant de 7 ans, il ne vient pas avec un écran chez Joie, mais de toute façon, il n'y pense même pas. Il n'y a pas d'écran de toute la journée, mais il n'y a pas de manque non plus en réalité. On en revient toujours aux valeurs essentielles qui sont l'éducation finalement et l'ouverture au monde, la connaissance. Oui, et la transmission, c'est ça qui est formidable. Et puis des expériences. En fait, je trouve que chez Joie, il y a aussi un côté un peu do it yourself. Il y a plein de choses manuelles. On les pousse à faire des choses qu'ils ne font pas à l'école parce que, encore une fois, l'école c'est 30 gamins. Là, ils sont quelques-uns et donc on les emmène voir des expositions, on les emmène faire des ateliers, ils rencontrent des gens. Enfin, c'est vraiment un complément idéal d'une scolarité. Si je peux compléter, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas faire avec les parents forcément. Nous, on aime bien aller voir des artisans. Je trouve ça magnifique, ces métiers des mains. Et quand on va voir un ébéniste ou un apiculteur ou une couturière, ou alors celle qui vient à nous. Mais c'est évidemment parler de ce métier, on prépare avant avec les enfants. On dit, OK, on va aller rencontrer Louis qui est ébéniste, on va aller rencontrer Tiana qui est brodeuse et couturière aussi, on va lui poser des questions, c'est quoi sa vie? C'est pas, en fait, c'est quand je dis on n'occupe pas les enfants, c'est pas un petit temps de 2 heures, on apprend la couture. Non, on le fait une fois, comme ça, dans la semaine, pour découvrir quelqu'un, pour découvrir un métier, pour découvrir c'est quoi sa journée type, c'est quoi ce qu'elle aime, c'est quoi ce qu'elle n'aime pas. S'intéresser à l'autre. Voilà, on s'intéresse à l'autre et aussi à une technique. Mais peut-être parce que ça va leur donner une ouverture d'esprit pour plus tard, pour un métier, pour après, peut-être qu'ils feront des cours de couture tous les mercredis, j'en sais rien, c'est pas... voilà, c'est ce que j'aime. Et puis évidemment, par exemple, quand on est allé voir un ébéniste, c'est pas aussi juste faire un atelier do it yourself avec un ébéniste, c'est que ça va être l'occasion de parler de la migration des oiseaux, de leur expliquer que y a des oiseaux qui partent, comment ils font, ils ont un plan de vol, ils se préparent, ils se musclent, ils mangent, il y en a qui restent. Et pourquoi à Paris il y a plus de moineaux? Vous avez remarqué? Et donc, il faut prendre soin de nos oiseaux. Ils ont froid, ils ont faim. Si on veut avoir encore des oiseaux en ville, on va faire un nichoir. Et donc, on parle de tout ça. On leur fait des quiz. Idéale pour moi, parce que vous allez participer, pardon de vous couper, mais comme le temps presse, vous allez participer à Change Now, qui est le plus grand sommet dédié aux solutions pour la planète. C'est du 25 au 27 mars. Et pourquoi déjà vous avez voulu participer à Change Now? Et pourquoi c'était si important pour vous d'amener les enfants vers ces solutions proposées et cette prise de conscience? Alors, Change Now, moi j'y suis allée à 2 reprises avant et très franchement l'année dernière je me suis dit on y sera
parce que pour moi, Joa est innovante. Aujourd'hui, on n'a jamais vu tout ce qu'on fait, ça n'existe pas dans l'extrascolaire. Et j'ai vraiment à souhait de développer le bien-être des enfants. Et je pense que j'ai construit une pédagogie qui y répond. Et en cela, j'ai convaincu, en bonne ex-avocate, les cofondateurs de Changena d'avoir un stand, d'être exposant là-bas. Vous pourrez faire la même chose pour les parents, s'il vous plaît, parce que moi, ça m'intéresse d'aller voir tous les artisans, tout le monde, découvrir tout le monde. Chaque Je viendrai. Chaque parent est bienvenu, je leur dis tout le temps. On est très proche des parents aussi, c'est important pour connaître un enfant. Merci beaucoup, Magali Fléchot, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Joa. Et donc, on peut vous retrouver à ce grand sommet qui est Change Now du 25 au 27 mars. Merci aussi, Bertrand Perrier, d'être resté avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre « Prendre la parole, pas de panique » aux éditions, j'ai dit 3 fois, mais ça me rappelle Magenta. Tout à fait. Merci d'avoir été là. Nos ateliers. Voilà. Oui, je veux bien, moi. Je veux voir ça. Merci. On va retrouver tout de suite Guillaume Bian pour sa chronique. Guillaume, pour votre chronique aujourd'hui, nous n'allons pas traîner sur les réseaux, mais on va plutôt s'en éloigner. Miracle, ça arrive. Vous mettez en avant une initiative qui est née en Suisse et qui a pour but de soigner nos jeunes. Oui, direction Mais de la quoi ville de Thun. De quoi soigne cette ville? On va tout vous expliquer. Près de 50 000 habitants, nous sommes au sud de Berne. Un lac, des montagnes, de la verdure. Et pourtant, depuis 48 heures, la ville de Thun fait la une de plusieurs articles. Et pour cause, la clinique privée de Meringen a ouvert un centre de soutien d'un nouveau genre à destination des 18-25 ans. L'établissement, écoutez bien, propose des cures pour lutter contre l'addiction à TikTok. Vous le savez, 10 minutes sur TikTok et finalement vous en restez 30 car il y a cet algorithme qui vous prend au piège, TikTok qui vous propose des millions de vidéos, derrière ces profils une majorité de jeunes et des mineurs. D'ailleurs, en Suisse, TikTok fait partie des applications les plus populaires chez les 12-19 ans, selon une étude sortie en 2022 intitulée James, Jeunes, Activités, Médias, Enquête. Et selon une autre étude pour HSBC cette fois-ci, l'an passé, environ 7% des jeunes de 11 à 15 ans en Suisse ont une utilisation problématique de ces réseaux. Autrement dit, eh bien, ils ont des difficultés à se connecter, ils ne vont pas, par exemple, dormir, négliger le sommeil, voire les devoirs scolaires, voire même leur vie familiale. Alors donc, pour y remédier, la clinique met en place des cures. Qu'est-ce que on va y retrouver dans les cures? Alors, à quoi ça ressemble? Les patients participent à des séances thérapeutiques seuls, à raison de 2 fois par semaine. Et puis des thérapies en groupe, cette fois-ci 3 à 4 séances hebdomadaires. Ils vont pratiquer des activités, du sport, de la peinture ou encore des séances de pleine conscience, le tout sans les réseaux sociaux pour tout simplement apprendre à les déconnecter. Les jeunes vont apprendre à organiser aussi leur quotidien de manière autonome, à trouver des alternatives aux réseaux sociaux. Ils disposent toutefois d'une télévision dans la chambre car selon le médecin-chef et directeur du centre, eh bien, il ne croit pas aux interdictions de consommation médiatique. L'établissement mise aussi sur la thérapie comportementale dialectique. Ça peut faire peur, mais en gros, c'est la régulation des émotions, la tolérance à notre stress également ou encore à l'impulsivité, plus souvent connue pour régler là les problèmes de troubles comportementaux ou encore de l'attention. Quand vous dites qu'ils vont faire du sport, de la peinture ou encore vivre en pleine conscience, ils vont apprendre à vivre tout simplement. Concrètement, oui. Clairement. Alors, se reconnecter à eux-mêmes en fait, c'est ça l'idée. C'est ça. Et cette méthode séduit, attire ou pas? Alors oui, 4 semaines après être entrée en vigueur et cette ouverture de cette clinique, eh bien, plus de place. Tout simplement. Les délais d'attente s'élèvent à plusieurs semaines. Il faut dire qu'il y a une trentaine de chambres pour l'instant. Mais notez toutefois qu'au cours des 10 dernières années, le nombre de jeunes qui a cherché de l'aide est en augmentation, plus 25% selon le médecin-chef, car ces jeunes vont profiter d'une prise en charge qui est donc adaptée bien évidemment à leur âge. Alors plus généralement, l'impact de TikTok sur la jeunesse pose de plus en plus questions. Oui, on en parle souvent, hein. On sait qu'on en fait beaucoup, des chroniques autour de TikTok, oui. Pas plus tard que la semaine dernière, notamment sur ces enfants, hein, que vous retrouvez cette chronique sur nos réseaux sociaux d'ailleurs. Mais oui, effectivement, TikTok fait parler en Suisse. Le Conseil fédéral va élaborer d'ici la fin du mois d'avril un projet de consultation sur la réglementation des plateformes. Un tel projet qui devrait permettre ainsi de renforcer les droits de la population suisse et d'exiger donc davantage de transparence de la part de TikTok. Un système de contrôle de l'âge est également prévu. Rappelez-vous, en février dernier, on en avait parlé, la Commission européenne avait ouvert une procédure contre le réseau social afin d'évaluer s'il enfreint ou non la législation des services numériques, s'il y a aussi la protection des mineurs, s'il agit sur les contenus illégaux. Et puis, une enquête avait été aussi ouverte en novembre dernier afin de vérifier l'efficacité de ces mesures qui avaient été prises. Les États-Unis vont même plus loin, car
sur un tout autre sujet, il pense que la Chine est derrière tout cela et que la Chine espionne les Américains. 170 millions d'utilisateurs rien qu'aux États-Unis. Donc les États-Unis ont pris un arrêté radical, c'est tombé hier. La Chambre des représentants a adopté une proposition de loi qui prévoit l'interdiction de TikTok dans le pays si le réseau social ne coupe pas ses liens avec la Maison Verte qui se trouve du Redonkou en Chine. Et puis pour ce qui est de chez nous, la France, pour l'instant, on s'adapte aux règles européennes, mais notez bien, 21,4 millions de personnes utilisent TikTok en France. Nous sommes 66 millions, il est bon de le rappeler quand même. On pourrait imaginer une clinique justement d'addictologie à TikTok en France? Alors j'ai tenté de contacter justement certains médecins à ce sujet. L'idée plaît, attire. Ça pourrait être le cas notamment sur les cliniques comme Necker, mais pour l'instant, ça n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc si certains qui nous regardent souhaitent le faire, le mieux c'est d'aller en Suisse, mais prenez votre mal en patience, car clairement, oui, il y a du monde. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier, et cette semaine, son invitée est la Miss France 2019, Waimalama Chavez. On arrive au moment où ta vie a pris un tournant, c'est l'élection de Miss France. Est-ce que déjà c'était un rêve de petite fille? Et non. Toi, oui? Non. Non, mais ça arrive. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui décide de t'inscrire? C'est toi? Ouais. Et d'abord, c'était pas Miss France. Mon rêve, c'était Miss Tahiti. Et l'ambition que j'avais, c'était uniquement d'être Miss Tahiti parce que pour moi, c'était une belle opportunité de rencontre, de découverte, une aventure à vivre avec d'autres personnes. Et c'est très fort aussi à Tahiti, oui. La Miss. Je pense que c'est aussi important en France que Miss France pour la France. Et pour Tahiti, c'est tout pareil. Et pour la Polynésie, parce que tu es Miss Tahiti, mais tu es la Miss de toute la Polynésie. Et très vite dans l'élection, on te voit arriver comme l'une des favorites. Est-ce que c'est vrai? Ça a tout de suite émergé. Est-ce que ça a rajouté de la pression dans la compétition avec les autres candidates? On nous avait prévenu qu'il y allait avoir des pronostics et qu'il ne fallait pas forcément tenir rigueur parce que c'est juste des supputations et on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc on s'en fichait, on avait mis de côté nos téléphones, surtout qu'on n'avait pas le droit de les utiliser à l'époque. Ouais. Donc on avait accès à nos téléphones soit en très début de journée, soit en très fin de journée. Donc donc tu avais moins le temps. On était entre nous. Et on partageait des moments entre nous. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, la promo s'entend toujours aussi bien et qu'on est toujours en contact et qu'on essaye de se voir quand on va dans la région de l'autre ou quoi. Est-ce que c'était un moment de stress, cette préparation, ou tu étais confiante? On m'avait tellement répété que j'allais pas gagner que je me suis dit que ça allait... Mais qui t'a dit ça? Franchement, non, je le dirai pas. Je te le dirai en off. Mais oui, mais plein de fois. Parce que t'es trop grosse. Parce dans l'organisation, t'as dit ça? C'était pas dans l'organisation de Miss France, non. T'es trop grosse, on voit que t'as grossi, ta cellulite qui est en train de réapparaître, arrête tes vergetures, nanana et tout, tu vas plus rentrer dans les costumes. Je dis, vas-y, c'est bon. De toute façon, vu que je vais pas gagner, autant aller manger. Voilà. Donc j'ai continué à manger. Sauf que j'ai eu la grippe pendant l'aventure de Miss France. Mais non, mais toi, t'es tout le temps malade, hein. La varicelle à la rentrée de Tahiti. Mais franchement, à Tahiti, on dit on a la grippe, oui, j'ai la grippe. Non. On a un coup de froid, on a, je sais pas, on a un rhume. Voilà, ouais. Tu vois, on tousse, on a un peu de fièvre. Non, la grippe, c'est quand t'as chaud et froid en même temps, tu trembles, t'as des courbatures, t'as mal partout, t'as de tension. Non, vraiment, ça allait pas. Et là, j'ai perdu du poids. Et je me suis dit, tu penses c'est bon, j'ai compris, ok, je me remets dedans, et puis voilà. Et tu penses que c'est ça qui a fait qu'après tu as remporté le concours? Imagine que c'est la grippe qui a fait que j'ai gagné Miss France. Moi, je pense pas, non. Ouais, ça m'étonnerait pas. Je pense que les gens avaient déjà bien imprégné ton visage. Parce que il y a être favorite, mais être favorite du début à la fin, quoi. Ok. Ouais, t'es trop modeste. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Waimalama Chavez. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous l'avez mentionné, il y a des échos entre le personnage de Lily et vous, et votre vie. Et le film est d'ailleurs dédié à Sophia. À la fin du film, c'est écrit « C'est pour toi, c'est grâce à toi, lui dites-vous ». Et Sophia, c'est votre fille.
C'est sa naissance qui lance l'écriture de la fiction, puisqu'elle naît avec un syndrome génétique, et donc elle m'envoie du côté des parents d'enfants différents, et on n'est absolument pas préparé en théorie à vivre cette expérience, mais par contre, forte de quelques années de recherche sur les pédagogies alternatives, je me suis retrouvée plutôt bien armée. Et c'est vrai que... Ça vous a aidé tout de suite, vous avez réussi à vous dire entre le... immédiatement. Comme ça, le choc de la nouvelle, dire bon, ok, c'est pas grave. Non, moi, j'ai été d'une compétition. Une warrior. À toute épreuve. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment l'écriture, elle s'est passée pendant que j'accompagnais ma fille dans des stages de thérapie intensive, qui n'étaient pas des thérapies Montessori à l'époque, parce qu'elle était vraiment bébé. Donc, il s'agissait pour elle d'apprendre à manger, puis d'apprendre à marcher. Mais enfin, c'était une ambiance qui, je pense, était très fidèle à l'esprit de Montessori et de Séguin avant elle, à savoir une ambiance dans laquelle on attend beaucoup des enfants, on les sollicite, on les stimule, on les encourage. C'est nos petits champions et j'ai vu à quel point ça fonctionnait. Quels sont les signes qui vous ont alerté concernant Stan et Manon ? Alors, il y a plusieurs signes qui peuvent alerter. En général, les symptômes les plus bruyants, c'est des crises de colère explosives, une intolérance à la frustration extrême. Alors, évidemment, c'est un ensemble de symptômes. C'est ça parmi d'autres symptômes, parce qu'évidemment, tous les enfants qui ont des crises de colère et qui sont intolérants à la frustration ne sont pas bipolaires. Donc après, en fait, c'est des symptômes qui perdurent, qui s'aggravent. D'autres symptômes se sont ajoutés, des TOC, de l'hypersensorialité. Et en fait, il y a la violence qui est apparue très, très rapidement. La vie est devenue très rapidement extrêmement compliquée. Tous les gestes de la vie quotidienne, Stanislas n'était que rage. Et donc, il a commencé aussi à se mettre en danger. Il a eu 2 tentatives de suicide à l'âge de 5 ans. Donc, tout ça nous a poussé effectivement à faire des démarches pour comprendre ce qui se passait et comment on pouvait l'aider. Et le diagnostic a été rapidement posé ? Non, il y a eu vraiment une errance médicale, une errance diagnostique. Il y a beaucoup d'autres diagnostics qui ont été posés avant. On a une suspicion de TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, de TSA, trouble du spectre autistique, HPI, dépression, enfin voilà, il y a tout un tas de diagnostics qui ont été posés, mais finalement, même s'il y a certains éléments qui correspondaient, ça n'expliquait pas le problème, et surtout ça ne nous apportait pas de solution. À l'époque, vous posiez la question ? Non, pas qu'éventuellement ça pouvait être ça ? Non, je ne connaissais pas du tout. Et puis en plus, comme Stanislas n'était que rage, il n'y avait pas de moment vraiment de dépression. Et du coup, je me suis dit non, c'est pas ça en fait. Mais justement, dans la bipolarité juvénile, c'est quelque chose qui est spécifique. La dépression chez l'enfant se traduit plutôt par beaucoup d'irritabilité, des crises de rage, etc. Donc voilà. En quoi les attentes aujourd'hui des jeunes diffèrent-elles de celles de leurs parents, il y a même 25 ans par exemple, en termes d'emploi et de travail ? Alors en fait, ils attendent beaucoup plus de leur travail que ce que leurs parents attendaient du travail. En fait, il y a une différence entre la génération de leurs parents et leur génération, dans le sens où leurs parents, donc les gens qui ont commencé leur travail à peu près dans les années 2000, ils ont connu le chômage. Et ça change tout. Parce que du coup, quand on est dans une phase de chômage et qu'on a besoin de travailler, on est prêt à tout pour accepter un contrat. Enfin, pas à tout, mais voilà, on est prêt à faire beaucoup d'efforts. Et surtout, on est considéré comme chanceux d'avoir trouvé un bon poste. Et de le garder. Aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que le chômage, il a baissé. Exactement. Malgré tout, même si on se retrouve au chômage, on a plus d'exigences quand on est jeune. Il y a effectivement cette première raison-là qui est le contexte économique qui n'est pas le même. Quand on a un taux de chômage à 5% à peu près, on a le choix, en fait. Ils ont plus le choix que ce que moi, j'ai pu avoir. La manière dont ils ont été éduqués aussi n'est pas la même, dans le sens où ils ont vu leurs parents travailler énormément sans avoir peut-être beaucoup de reconnaissance. Ils ont vu que c'était un peu galère pour leurs parents. Et puis, eux, ils ont été élevés avec une éducation un peu plus positive, psychologie positive, on va dire. Ils ont été un peu nourris à la récompense et au compliment, à dire c'est bien, continue, etc. Et donc ils ont besoin de ça aussi. Et c'est ce qui fait que parfois, au travail, on n'a pas forcément la reconnaissance dont on a besoin.
quand on est jeune, parce que voilà, il se passe beaucoup de choses en entreprise. Et c'est donc ce différentiel, cette attente qui n'est pas au rendez-vous du côté du manager, en fait. Regard sur l'enfant ou sur les enfants en général, c'est un message éducatif universel de Montessori, mais c'est aussi cette idée que tout enfant peut apprendre, peut être éduqué. C'est pas juste regardez-le, c'est regardez-le en tant qu'être qui va progresser. Et c'est le non négociable, en fait. Et c'est ça le cœur de cette pédagogie. Oui, aujourd'hui, on parle de voir le potentiel de ces enfants et de ne pas les enfermer dans leur handicap. Et je pense que c'est une grande problématique de l'école aujourd'hui, où on voit une crise de ce grand principe de l'inclusion, mais qui n'est pas suivi de moyens, et qui donc se heurte pour les professeurs à quelque chose qui les déborde et les dépasse parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à des élèves qui arrivent en classe et pour lesquels ils ne sont absolument pas formés ou surtout accompagnés, avec des aides humaines qui sont trop peu nombreuses, trop peu rémunérées, trop peu formées. Enfin, donc il y a une espèce de difficulté au sein de l'école et l'alternative, c'est des instituts dans lesquels pas toujours, mais quand même, on a du mal, entre autres pour les IME, à avoir le moindre objectif. Les instituts médico-éducatifs. Voilà. Ouais. Et il y avait quand même un déficit de personnel. Alors vous pensez peut-être aux AESH, qui sont les personnels qui sont dans les classes, mais pour autant que je sache, dans certaines grandes académies, il n'y a que 2 pédopsies dans l'ensemble de l'académie, donc pour des centaines et des centaines d'enfants qu'il faudrait suivre. Finalement, cette école inclusive, on la condamne presque en essayant de la mettre en place, parce qu'effectivement, derrière, les enseignants disent « attends, ça ne marche pas ». Oui, et je pense qu'on traverse en ce moment même vraiment une crise, en plus avec des enseignants qui prennent la parole pour expliquer à quel point ils sont épuisés de cette inclusion forcée. Mais la solution, c'est pas de renvoyer ces enfants dans des lieux où on les abandonne sans projet éducatif. Moi, je me le suis entendu dire directement par un spécialiste lors d'une consultation. J'avais effectivement toutes les billes par rapport à Bicycle. Je ne suis pas arrivée en connaissance de cause, en disant que ma fille était bipolaire, mais j'avais déjà pas mal de notions par rapport à tout ce que j'avais appris par le biais de l'association et de lecture. Et je suis arrivée avec tous les éléments et ma fille avait fait des crises pendant le confinement. C'était des crises explosives qui duraient entre 1 heure et 2 heures par jour. On avait 1 à 2 crises par jour, donc ça a été vraiment violent. Et quand je suis arrivée chez la psychiatre, parce que c'était une psychiatre, elle m'a regardée droit dans les yeux, elle m'a dit « Mais chère madame, votre fille va très bien. Je ne sais pas quelles ont été vos méthodes éducatives jusqu'à présent, mais sachez que votre fille va très bien. Je peux vous dire que vous ressortez de là, vous êtes vidée et vous vous remettez en cause. Vous dites, vous avez un premier enfant qui aujourd'hui a 18 ans, qui va très bien, et vous avez votre fille qui est dans la souffrance, que vous ne pouvez pas aider, et vous prenez de plein fouet que vos méthodes éducatives n'ont pas été les bonnes. Et quel a été votre refuge à ce moment? Où est-ce que vous avez pu l'association? Le groupe de parole, l'association, parce que finalement, en échangeant, on se rend compte qu'on est tous jugés, et puis que par le biais des échanges, il n'y a pas de filtre. Donc en fait, c'est aussi la possibilité de se dire, on se lâche un peu, on évacue un peu tout ce qu'on reçoit. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sujet aussi, Céline, celui de la quête de sens, plus que d'un métier stable, vous nous l'avez dit, qui t'a changé presque assez régulièrement de poste? Oui, effectivement, la quête de sens est très importante pour les jeunes aujourd'hui, tout simplement parce qu'on vit dans un monde qui fait face à beaucoup de difficultés, de challenges, et on a du mal à se projeter. Tout a commencé avec le Covid, en fait. Donc, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail avaient à peu près 18 ans à ce moment-là. C'est un âge, 18 ans, où on a beaucoup de rêves et d'espoir dans le futur, où on se projette aussi. Et là, en fait, tout s'est arrêté pendant quelques mois, quelques années. Et donc, forcément, ils ont vécu cet épisode-là de manière beaucoup plus brutale que les adultes, entre guillemets. Et du coup, il y a aussi ce sujet-là de l'éco-responsabilité. Enfin, dans quel monde est-ce qu'on va vivre plus tard ? Et je pense que ça, c'est une source d'anxiété qui fait qu'ils ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font et à se dire qu'ils contribuent à la collectivité, au monde de demain grâce à leur travail. Ça veut dire que l'épanouissement personnel et professionnel des jeunes aujourd'hui doit être au cœur des stratégies de recrutement, de management aussi des boîtes, des entreprises qui recrutent ces jeunes pour les convaincre. Le bien-être, l'emploi du temps flexible, le télétravail, vous en avez parlé, c'est la recette magique pour les accueillir? La recette magique, en fait, c'est de comprendre que pour eux, le travail, c'est une transaction. Donc, ils vont mesurer l'effort qu'ils doivent fournir et combien ça leur rapporte. Et donc, en fonction de ce qu'ils vont rechercher dans leur travail,
ça va être peut-être le bien-être, pour d'autres, ça va être le temps libre, pour d'autres, ça va être comment ils veulent construire leur carrière, etc. Ils vont calculer tout ça et ils vont se dire, est-ce que ça vaut le coup que je reste, que je travaille dans cette organisation? Est-ce que ça vaut le coup que je reste ou pas? Et ils vont mesurer, c'est combien ça me coûte et combien ça me rapporte. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Guillaume pour à la fois ce JT et cette chronique fort intéressante. Il n'y a pas de quoi. Qui me laisse encore un peu pensive sur l'impact de TikTok sur nos jeunes. Et sur nous aussi, remarque. Sur nous, parce qu'on est aussi les premiers à les utiliser. Mais oui, ça pose beaucoup de questions. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'est Alice Pitavi. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Emma Razafindra-Lambeau au maquillage. Et Laura Girard, Emma Ferré et Roxane Sarfati à la rédac. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de